Bonjour à tous, bienvenue à notre premier séminaire Orcom international sur l'impact du Covid sur la Chine et sur les mesures et les opportunités suite au rebond économique que nous sommes en train de vivre ici en Chine. Je m'appelle Marco Damoret, je vous parle depuis Shanghai, où je suis basé depuis 8 ans maintenant. Je suis en charge du groupe Orcom en Chine et en Asie. Nous avons à peu près 80 employés sur l'ensemble du territoire, sur 4 bureaux, ici à Shanghai, à Canton, à Pékin et à Hong Kong, d'où vous parlera dans quelques instants mon collègue François Barbotin, responsable du bureau d'Hong Kong. Orcom, comme vous le savez, c'est l'expert de l'accompagnement international des entreprises. Nous accompagnons principalement les investisseurs français lors de leur développement en Chine, principalement à travers la mise en place de structures juridiques, d'accompagnement du point de vue administratif et tout ce qui est la gestion du back-office. Nous sommes en Chine depuis plus de 20 ans et je suis ravi de vous avoir parmi nous aujourd'hui pour parler de ce pays qui est comme aucun autre dans le monde et qui a dû faire face à cette crise de Covid comme tout le monde et qui est en train de rebondir très rapidement. Je passe brièvement la parole à François, qui va se présenter depuis notre bureau de Hong Kong. Bonjour à tous. Pour me présenter rapidement, je suis François Barbotin, responsable du bureau Orcom Sydney à Hong Kong. Je suis donc physiquement à Hong Kong. Ça fait maintenant 6 ans que je suis en Asie, dont 2 années passées à Phnom Penh au Cambodge et 4 à Hong Kong. J'accompagne nos clients, entreprises et particuliers dans toute leur stratégie d'implantation à Hong Kong. Je m'occupe en particulier de toute la partie corporate, de la fiscalité internationale et des problématiques juridiques que pourraient rencontrer nos clients. Merci beaucoup François. Alors voilà, je reprends la parole et je vous propose de démarrer notre présentation sur qu'est-ce que l'on pense qu'il faut faire en Chine en ce moment. Alors tout simplement, comme vous le savez, le Covid a impacté tout le monde, tous les pays, tous les secteurs. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une grande opportunité en ce moment en Chine et il faut la prendre au rebond. Il y a énormément de choses à faire en Asie et nous sommes là pour vous expliquer pourquoi, à notre avis, la Chine est the place to be dans les semaines, mois à venir. Nous allons aller brièvement revoir ensemble ce qui s'est passé, c'est-à-dire faire une petite mise à jour de l'impact du Covid sur l'industrie, que ce soit en Chine ou Hong Kong. On va parler des réglementations d'investissement direct étranger et comment, on va dire, cette crise a remis en cause la confiance et la perception réelle de ces investissements ici en Chine. On va parler des différentes mesures de soutien qui ont été mises en place par les gouvernements, que ce soit ici en Chine continentale ou à Hong Kong, où François vous détaillera tout ça. On va parler aussi d'un événement majeur qui était le National People Congress, c'est-à-dire le Congrès national du peuple, qui est en certain sens l'élément central de la stratégie de la prochaine année à venir sur les développements essentiels du point de vue économique, social et juridique du gouvernement chinois. Cette réunion s'est tenue fin mai et on vous donnera ici les premiers retours et les premières implications du point de vue économique. On va finir sur pourquoi nous pensons que la Chine est un endroit sur lequel il faut absolument se préparer et être présent aujourd'hui et quelles sont nos différentes suggestions pour la prise économique. On finira finalement avec un peu un partage de questions fréquentes de nos clients et les réponses qui vont avec pour vous faciliter la tâche sur certains éléments qui ont été un peu fédérateurs en termes d'interrogation. Donc, commençons directement dans le vif du sujet. Quelle est la situation en Chine? Alors, premièrement, il faut savoir, comme dans beaucoup de parties du monde, la récession suite à la pandémie a été encore plus forte et plus profonde que la crise financière de 2008 liée au subprime. Les gouvernements, comme ailleurs dans le reste du monde, ont dû intervenir, y compris les banques centrales. Toutefois, un élément majeur et un peu différent par rapport au reste du monde, la propagation de la pandémie a été beaucoup plus limitée en Chine. On va dire que par plusieurs, suppositions ou théories, la première, il y avait l'expérience du SARS qui était née chez mon collègue de Hong Kong, mais qui s'était développée assez rapidement et qui a laissé qui avait marqué les esprits. Et donc, qui avait augmenté aussi la prise de responsabilité individuelle des gens qui étaient habitués à ce genre de phénomène. Et donc, on va dire qu'à partir de fin janvier, début février, lorsque la crise
commence à se propager dans les réseaux sociaux, les gens ont d'eux-mêmes se sont mis en lockdown à la maison. Cela a fortement limité l'évolution de la pandémie. Et bien sûr, l'utilisation du big data, c'est-à-dire, comme vous savez, en Chine, nous avons des réseaux sociaux très, très affluents, mais qui sont aussi contrôlés en partie par le gouvernement, mais ce qui a permis, dans ce cas de crise, d'identifier et de pouvoir mettre en quarantaine rapidement les gens qui avaient été en contact avec des gens à risque. Donc, ceci a permis d'avoir une propagation limitée, ce qui a permis de rouvrir beaucoup plus rapidement. Il faut savoir que la Chine a été fermée aux activités vraiment de fin janvier, qui était le nouvel an chinois. Donc, on est rentré dans l'année du Rao, de la souris, selon comme vous voulez le dire, à partir du 31 janvier, et jusqu'à la mi-février où tout a été fermé. À partir de mi-février, il y a eu une réouverture progressive, c'est-à-dire en premier les entités, après les fonctionnaires, et finalement, plus qu'il y a quelques semaines, les écoles. Cette réouverture progressive a permis un rebond de l'économie qui est revenu au niveau de consommation avant Covid depuis, on va dire, mi-avril, ce qui est une bonne nouvelle en termes des affaires. Alors, en parlant justement des affaires, quel est l'environnement actuel? Alors, nous savons que les secteurs les plus fortement impactés ont été l'automobile, l'aéronautique, l'hôtellerie et le tourisme. L'automobile, on s'attend qu'il y ait une reprise un peu plus rapide. L'aéronautique, elle dépend fortement des restrictions de voyage. Et l'hôtellerie et le tourisme, malheureusement, tout ce qui vivait sur les voyages étrangers vont souffrir, mais l'hôtellerie, du point de vue local, a repris, on va dire, son activité comme avant le Covid. Le rôle très important des médias sociaux en Chine est à souligner lors de, on va dire, l'évolution des affaires en Chine. Les nouvelles technologies ou les nouveaux termes comme New Retail ou New Manufacturing sont des modèles qui ont porté leurs fruits. Ce sont des modèles dans lesquels on a fusionné des méthodologies et des principes de vente commerciale online et offline, c'est-à-dire physique, c'est-à-dire comment les sociétés ont été capables en très peu de temps à mettre en place des outils digitaux dans leurs propres magasins physiques. Même chose en termes des usines. Beaucoup d'usines ont été capables de transformer leur production suite à l'adaptation de la demande rapide, principalement par la mise en place de systèmes qui liaient le consommateur final directement aux zones de production via le digital. Donc ce genre de nouveau modèle, qui était déjà un peu précurseur en Chine, a pu se développer encore plus rapidement, on va dire, à cause ou grâce à la crise. Et quelles sont alors les tendances actuelles? Qu'est-ce qui a changé dans le consommateur actuel chinois? Et c'est important de le faire comprendre de l'autre côté de la planète. Le consommateur, bien que très avide de nouveaux produits, qu'ils soient importés ou locaux, commence à avoir une vocation sociale, se rend compte de l'impact que le Covid a eu sur le reste de la planète et comment il faut commencer à être sur on va dire, une politique de développement durable, et donc cette volonté d'avoir accès à des produits locaux, si possible. Les produits de luxe, incroyablement, redémarrent très rapidement. On a eu toujours tendance à dire que ce seront les produits essentiels, dits essentiels, qui gagnent, mais effectivement, la classe moyenne et upper class chinoise a repris immédiatement la consommation des produits de luxe. Un événement majeur qui va continuer à impacter, on va dire, la consommation dans les mois à venir, c'est les interdictions de voyager qui sont toutefois progressivement levées, à savoir depuis le mois de mai, tous les ressortissants chinois ont le droit finalement de retourner à Hong Kong, qui était principalement la première source de tourisme pour les individus chinois, et ceci devrait permettre aussi à Hong Kong en partie de reprendre économiquement ses activités. Alors, quel est l'impact, on va dire, du Covid sur la Chine? On va dire qu'il y a une révision à la baisse du PIB qui était prévue à 6%, on le revoit sur 5%. On va avoir une légère augmentation du taux de chômage sur l'année. On va avoir aussi une légère augmentation de l'IPC, l'indice des prix à la consommation. Toutefois, le gouvernement va faire de tout pour tenir cette inflation à moins de 3%. On estime toutefois qu'il y aura une croissance globale du revenu individuel de l'ordre de 1500 RMB, c'est-à-dire environ 200-250 euros par personne. Et il y a deux, on va dire, projets majeurs qui ont été mis en place par l'État chinois. Le premier, c'est une émission d'obligations d'État à hauteur de
1000 milliards de CNY, ce qui fait à peu près 150 milliards d'euros, et 2,5 trillions de CNY d'économies fiscales qui sont attendues grâce à un grand plan de réforme fiscale. Donc voilà, ça c'est un peu l'état des faits aujourd'hui en Chine, et je passe brièvement la parole à François pour vous faire un même état à Hong Kong aujourd'hui. Merci Marco. Alors comme vous le savez probablement, Hong Kong a vécu une année particulièrement difficile, tant au niveau politique qu'économique. Alors, la crise sanitaire liée au Covid-19 a mis fin, en tout cas temporairement, aux manifestations qui ont débuté il y a maintenant un an. Mais c'est toute la population de Hong Kong et son économie qui en a porté les conséquences. Hong Kong est d'ailleurs officiellement en récession depuis novembre 2019. Et puis, comme vous le savez également, il y a cette nouvelle loi de sécurité nationale qui devrait être adoptée par l'Assemblée populaire de Chine d'ici le mois d'août. Il est aujourd'hui extrêmement difficile de se prononcer sur les effets et les conséquences de cette loi, qui reste très controversée. En tout cas, elle a eu l'effet de relancer les débats politiques sur l'avenir de Hong Kong et surtout de relancer les mouvements sociaux. J'aurai l'occasion de revenir sur ce point dans un petit moment. Alors, quel a été l'impact économique sur Hong Kong? Alors, Hong Kong a vu son PIB chuter de 9% par rapport à l'année dernière. Cette contraction a été encore plus marquée que lors de la dernière crise financière de 2008-2009, pendant laquelle le PIB de Hong Kong avait baissé de 8%. Le taux de chômage a atteint les 5%, son niveau le plus haut depuis une décennie. Alors oui, c'est moins élevé comparé à la France ou à l'Italie, mais Hong Kong, en situation normale, a un niveau de quasi-emploi, ou en tout cas un niveau de chômage qui reste extrêmement faible, qui tourne généralement autour des 2%. Alors les hôtels ont été les premiers touchés à cause des restrictions aux frontières pour limiter justement la propagation du virus, et aussi à cause du climat politique tendu à Hong Kong. Il faut savoir que Hong Kong dépend énormément de deux secteurs clés. Premièrement, bien entendu, la finance, mais aussi, deuxièmement, le tourisme. Et on l'a vu depuis juin 2019, l'arrivée des touristes étrangers, et notamment des touristes chinois, a énormément diminué. Et quand on regarde les taux de vacances au sein des hôtels à Hong Kong, 70% des chambres sont vides. Le secteur du retail a aussi été très fortement impacté par la crise. On a vu beaucoup de commerces, de magasins, de restaurants fermés. Et cela ne concerne pas uniquement les petits magasins, mais ça concerne également les grandes enseignes. Alors, il y a peut-être un point positif qu'on pourrait souligner. On a effectivement constaté une légère diminution des loyers, d'environ 3 à 4% pour les bureaux, et jusqu'à 10% pour les appartements résidentiels. C'est donc un bon moment de négocier, ou en tout cas de renégocier votre contrat de bail. Alors, quelles sont maintenant les tendances qu'on peut observer à Hong Kong? On a vu que les consommateurs locaux commencent à changer leurs pratiques de consommation et préfèrent se concentrer sur des produits de première nécessité. D'ailleurs, les détaillants en produits alimentaires ont vu leur demande exploser au cours des derniers mois. D'un point de vue immigration, depuis le 1er juin, l'aéroport international de Hong Kong a repris progressivement les services de transit pour les vols internationaux, à l'exclusion des vols de et en provenance de la Chine. On prévoit que les restrictions aux frontières seront levées à partir de fin juin, ce qui devrait relancer bien sûr les secteurs du retail, du luxe et de l'hôtellerie, comme ce sont des secteurs, encore une fois, qui sont extrêmement dépendants de l'arrivée des touristes internationaux et notamment de la clientèle chinoise. Voilà pour l'analyse macro de la situation à Hong Kong. Je vais maintenant laisser Marco vous exposer la situation des investissements étrangers en Chine. Alors voilà, peut-être pour les gens qui nous suivent depuis la maison ou depuis le bureau, qui ne connaissent pas la grande différence entre Hong Kong et la Chine, juste pour rappel, Hong Kong est ce qu'on appelle une région spéciale administrée, c'est-à-dire que suite à la rétrocession de la Grande-Bretagne de cette colonie à la Chine, il y a eu un accord selon lequel, pour les 50 prochaines années, à partir de 1997, ce fameux accord qu'on a appelé un pays de système, c'est-à-dire effectivement où Hong Kong était géré par des règles différentes que celles qui
prévalent en Chine continentale, tout en étant un territoire à proprement dit de la Chine. Ceci est important, c'est pour faire comprendre que la façon de développer son activité, les règles commerciales et juridiques sont différentes dans les deux pays. Et c'est pour ça que lorsqu'on va parler d'investissement étranger, dans cette présentation, on va beaucoup se axer sur les problématiques liées à la Chine, à la bureaucratie, qui, la plupart des fois, n'existent pas ou sont beaucoup plus facilitées du point de vue hongkongais. Donc, pour revenir en termes dans le détail de notre présentation liée aux investissements étrangers en Chine, donc, comme je le disais, les investissements sont fortement réglementés en Chine. Toutefois, pour accroître la confiance des investisseurs étrangers, il y a des événements majeurs et on va dire des mantras presque qui sont répétés par le gouvernement et par l'Assemblée du peuple et qui s'est répété lors du dernier Congrès national en mai 2020, c'est l'élément de stabilité. L'Assemblée nationale chinoise s'attache à garantir cette stabilité, que ce soit à Hong Kong comme en Chine. Raison pour laquelle il y a eu la volonté de mettre en place cette loi, bien que controversée dans le reste du monde, pour s'assurer de la sécurité nationale sur Hong Kong. Mais en même temps, l'Assemblée a voulu être claire sur la volonté d'avoir une stabilité sociale, garantir la croissance des revenus personnels, améliorer le niveau de vie, lutter contre la pauvreté et surtout, stabiliser la consommation qui est clé pour le développement local et surtout pour les investisseurs étrangers. Le deuxième point, c'est la compétitivité. Pour pouvoir attirer des investisseurs étrangers, il faut bien sûr que les gens soient tranquilles sur la stabilité, que ça soit économique, social et politique, mais aussi que ce soit un marché compétitif où les gens sont respectés et traités de la même façon que les acteurs locaux. Pour ce faire, en termes de compétitivité, le gouvernement, qu'est-ce qu'il a fait? Il continue à investir en termes d'infrastructure et flexibilité de l'emploi. Infrastructure, parce que la Chine a quasiment fini sa révolution urbanistique avec des villes, des mégalopoles qui sont prêtes désormais à accueillir ce foisonnement de nouvelles idées pour finir cette transformation et pousser la Chine d'un grand pays manufacturier guidé par le secteur secondaire vers les technologies nouvelles et tout ce qui est le secteur tertiaire. Flexibilité de l'emploi, la Chine est quand même un pays assez protecteur de l'emploi, mais de plus en plus, des contrats à temps déterminé sont possibles, ce qui n'était rarement le cas auparavant. Volonté de nouvelles déductions fiscales pour rendre attrayant l'investissement en Chine, faciliter l'innovation, principalement le secteur manufacturier, mais aussi dans l'innovation technologique et numérique en général. Cette facilitation vient principalement par des nouvelles déductions fiscales, par des mises à disposition de ressources ou de locaux gratuits, toutes sortes de subsides, qu'ils soient monétaires ou en nature, pour permettre au développement de cette innovation. L'exemple même a été l'avènement de la ville de Shenzhen ces décennies et de tous les groupes liés et le développement des gros groupes liés à la technologie comme Huawei ou encore Tencent ou encore Alibaba, bien sûr. En termes de principaux moteurs pour continuer à accroître la confiance des investisseurs, il y a le marché lui-même, l'investissement, la volonté de limiter la croissance de l'inflation à 3,5% et de continuer à développer un système de sécurité sociale qui permette aux gens de croître et de pouvoir rentrer dans un niveau de classe moyenne permettant, on va dire en quelque sorte, l'accès à des biens de consommation, qu'ils soient locaux ou voire importés, qui d'habitude sont un peu plus chers. Et surtout, la réglementation, c'est-à-dire stimuler l'égalité des traitements au sein de ce marché, rassurer l'investisseur étranger, ce qui vient qu'ici, qu'il sera traité de la même façon. Pour ce faire, il y a eu deux choses principalement, on va dire un enforcement, c'est-à-dire une assurance que les lois sur la protection intellectuelle soient respectées, et aussi une réduction de la liste négative pour les investissements étrangers. En Chine, comme vous le savez, certains secteurs sont clés, voire limités à l'investissement étranger, et avec les années et après le Covid, cette liste se restreint de plus en plus, permettant aux investisseurs étrangers de pouvoir investir dans
de plus en plus de secteurs. Donc voilà, en revenant rapidement sur l'importance des investissements étrangers en Chine, il faut comprendre quelle était leur évolution pré- et après Covid et comment ceci est comparé avec le reste du monde. Il faut comprendre que suite au Covid, selon les analyses à notre disposition, nous avons remarqué que 30 à 40% des investissements étrangers, que les investissements étrangers se sont réduits environ de 30 à 40% uniquement suite à la pandémie. Il y a eu aussi une tendance au protectionnisme. De plus en plus de gouvernements, dont des pays européens, ont limité l'accès aux investissements étrangers dans certains secteurs. Il y a eu aussi on va dire des développements et des actions plutôt régionalistes ou volonté de désinvestissement, c'est-à-dire la perception de la gestion de la crise par la Chine a poussé certains pays à vouloir réduire leur dépendance par rapport à la Chine et aux chaînes d'approvisionnement principalement médicales et le volonté de, on va dire, sourcer ou développer de la production dans les propres pays, ce qui a fortement aussi limité les investissements dans ces pays. D'un autre côté, si on compare, qu'est-ce qui s'est passé en Chine? Alors, nous avons une situation en janvier 2020, avant que, on va dire, le Covid se répande d'un point de vue social et physique, où on a pu apprendre que 6%, il y a eu une augmentation de 6% des investissements étrangers entre 2018 et 2019, pour atteindre environ 940 milliards d'RMB, ce qui est environ 140 milliards de dollars de plus sur l'année 2019. Toutefois, les investissements directs sortants, c'est-à-dire l'investissement chinois dans les pays en dehors de la Chine, étaient eux en réduction. Toutefois, ça montre que la Chine restait le deuxième plus grand bénéficiaire d'investissements étrangers au niveau mondial. Quelle est la situation au 15 mai, c'est-à-dire il y a 2 semaines? Bien sûr, il y a une chute claire des investissements étrangers en Chine d'environ 6% par rapport à l'année précédente, pour atteindre environ 286 milliards de RMB, principalement en raison de la pandémie. Toutefois, nous sommes rendus compte que les investissements ont été boostés dans certaines catégories, la haute technologie, les services de commerce électronique, de tout ce qui était lié au retail en ligne et les services de technique professionnelle. Les investissements liés eux aussi à la Belt and Road, la fameuse route, la nouvelle route de la soie, un gros projet dantesque d'infrastructure mis en place par le président Xi Jinping à partir de 2013, commence à porter ses fruits et 8%, il y a eu plus de 8% de plus d'investissements étrangers liés à cette initiative depuis le début du Covid. Donc, il faut savoir qu'à aujourd'hui, les investissements étrangers en Chine sont revenus au niveau qu'ils étaient en 2019, avec même une augmentation de 11%, mais la prudence reste toujours de mise. Donc, reprenons rapidement quelle a été la réaction du gouvernement chinois afin de pouvoir restabiliser, réinventer et surtout permettre un rebond économique plus rapide que dans le reste du monde. La première chose, c'est qu'en février 2020, il y a une décision rapide dans les tout premiers jours de l'épidémie d'apaiser les tensions en termes de trésorerie. Il fallait absolument que les sociétés ne se retrouvent pas dans une situation où ils ne pouvaient pas payer les personnes. Donc, immédiatement, il y a eu une demande de gratuité de loyer pour tous les locataires de bureaux gouvernementaux. Et le jour après où l'épidémie avait été confirmée. Et ceci pendant 2 mois, pour les mois de février et mars. Il y a eu même une demande aux propriétaires locaux, c'est-à-dire privés, de faire la même chose. Il y a en ce moment la possibilité d'obtenir des remboursements de charges sociales entre février et juin 2020. C'est-à-dire que plus de 50% des charges sociales ont été remboursées et il y a un projet pour étendre ce remboursement de juillet jusqu'à la fin de l'année. Il y a eu un report des déclarations fiscales, donc automatiquement avec un report de la TVA et de tous les impôts qui étaient dus, et ce, entre les mois de février et avril. Après, entre février et mars, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a eu cette première, on va dire, premier volet de mesures qui étaient immédiatement ciblées sur le cash-flow. Et après, il y a eu beaucoup plus de mesures, on va dire, en termes stratégiques, beaucoup plus importantes, mais qui n'étaient pas coordonnées et appliquées souvent de manière différente dans les différentes régions aux provinces, qui a créé un peu
d'incompréhension. Mais voilà, aujourd'hui, ce qui est important, c'est de comprendre que les mesures sur le cash flow ont porté leurs fruits, les mesures de quarantaine importantes aussi, en termes de limitation des déplacements pendant le mois de février et mars, ont permis une réouverture assez rapide du commerce local. Il faut savoir qu'à partir du 28 mars, les douanes chinoises sont fermées à tout étranger, indépendamment de leur droit de résidence ou visa, et seuls les Chinois sont autorisés pour l'instant à rentrer en Chine, moyennant une quarantaine obligatoire. Nous partons du principe qu'à partir de juin, le 15 juin, il y aura une réouverture progressive des frontières, principalement pour certains pays européens qui auront négocié des accords de fast track et qui principalement sont retrouvés avec énormément, on va dire, de personnes clés qui gèrent les investissements étrangers ici en Chine, bloqués dans leur pays de naissance. Alors voilà, pour revenir un peu sur les réponses qui ont été émises par le gouvernement chinois, donc on a dit 90 mesures, 90 mesures politiques pour assurer la stabilité des approvisionnements et prix et la reprise rapide du travail. Donc nous avons eu des mesures de trésorerie, comme on en a parlé ci-dessus, des mesures sociales, donc des protections, une grosse protection des salariés pour limiter les licenciements lors de cette période du Covid. Il y a eu des mesures financières. Le gouvernement a mis en place des prêts bancaires, principalement aujourd'hui pour les entreprises locales, mais les entreprises étrangères peuvent y faire appel, moyennant certaines, on va dire, conditions. Il y a des mesures fiscales. Plus de 20 mesures ont permis de réduire ou d'exonérer la TVA sur certains produits, comme vous l'imaginez bien, les équipements médicaux. Il y a eu de la réduction de TVA pour les poteries contribuables qui sont passées de 3 à 1% et ce jusqu'à la fin de l'année. Et les pertes fiscales des sociétés ont été autorisées d'être reportées sur 8 ans à partir de cette année au lieu de 5 comme cela était avant le Covid. Il y a eu bien sûr plein d'autres mesures, la transformation numérique, c'est-à-dire incentiver les sociétés à se transformer d'un point de vue digital et principalement tous les frais de formation liés à ça obtenaient des déductions fiscales supplémentaires, voire des remboursements aux sociétés. Il y a eu aussi des augmentations des mesures en termes de protection de la propriété intellectuelle avec la volonté, comme je vous l'ai dit, de stabiliser le marché et de garantir la confiance de l'investissement étranger. Et surtout, on a beaucoup stimulé l'exportation de produits médicaux compte tenu de la demande du reste du monde. Et beaucoup de sociétés se sont temporairement ou, on va dire sur le long terme déjà, transformées en manufacturières de produits médicaux sous l'autorisation et la bienveillance supervision du gouvernement chinois. Donc voilà, je vous laisse passer maintenant, je passe la parole à François, qui va vous reporter quelles ont été la réaction du gouvernement à Hong Kong et les mesures qui ont été prises. Merci Marco. Alors pour Hong Kong, dans les premiers mois qui ont suivi l'apparition du virus, donc en janvier et février 2020, le gouvernement hongkongais n'a pas réagi immédiatement et a adopté une attitude un peu attentiste. Il fallait attendre mars-avril 2020 pour avoir une réponse plus forte, plus marquée du gouvernement, qui a commencé à mettre en place une série de mesures fiscales, des mesures sociales, mais aussi des mesures économiques. J'aurai l'occasion de détailler davantage dans un petit moment, mais le gouvernement a par exemple débloqué plus de 150 millions d'euros pour justement venir en aide aux entreprises en difficulté, et ce, dans plusieurs secteurs d'activité différents. Le gouvernement a également mis en place des mesures de réduction d'impôts pour alléger la charge fiscale des entreprises, mais aussi des particuliers. À l'heure actuelle, à Hong Kong, on peut dire que la situation est relativement sous contrôle. La vie a repris son cours. On assiste à une réouverture progressive des bars, des salles de sport, avec un assouplissement des mesures de distanciation sociale. Donc, nous pensons effectivement qu'on est sur la bonne voie. J'aimerais maintenant vous présenter quelques mesures spécifiques prises par le gouvernement hongkongais pour relancer l'économie et soutenir les particuliers et les entreprises. Alors, en matière sociale, le gouvernement a offert à chaque résident permanent un coupon de 1 200 € pour stimuler justement la consommation locale. En matière fiscale, le gouvernement a adopté des réductions d'impôts de plus de 2 000 € sur l'année fiscale précédente, ce qui s'applique aux entreprises, mais aussi aux particuliers. L'une des mesures phares qui a été mise en place, c'est la subvention aux entreprises locales visant à protéger l'emploi.
Alors, une entreprise pourrait effectivement obtenir, à compter du mois prochain, une subvention de 50% du salaire de chaque employé, avec un maximum de 9 000 Hong Kong dollars, ce qui fait à peu près 1 000 euros par employé et par mois, pour une période totale de 6 mois. Alors, nous pouvons prendre un exemple pour illustrer cette aide. Alors, si vous avez par exemple 2 employés à Hong Kong, vous pourrez obtenir un maximum de 2 000 euros par mois sur 6 mois, ce qui fera un total à peu près de 12 000 euros. Alors, pour être éligible, il faut que l'entreprise paye des cotisations MPF, donc ce sont des cotisations retraite à Hong Kong. Il faut que l'entreprise s'engage à ne pas licencier d'employés sur la période de juin à novembre. Alors, pendant cette période, il faut que le nombre d'employés sur votre payroll soit exactement le même qu'en mars. Si vous avez licencié des employés entre-temps, vous pourrez toujours faire la demande auprès du gouvernement, mais il est possible que des pénalités s'appliquent. Alors, bien sûr, cette mesure pourra alléger la trésorerie de nombreuses entreprises en difficulté, tout en protégeant finalement l'emploi local à Hong Kong. Pour les entreprises qui ont justement des problèmes de cash flow, de trésorerie, les banques hongkongaises proposent également différents programmes de prêts avec des taux d'intérêt préférentiels, généralement à moins de 3%. Pour être éligible, il faut une présence commerciale à Hong Kong, c'est-à-dire qu'il faut avoir des bureaux physiques et des employés à Hong Kong. Deuxième critère important, c'est que les banques demandent une garantie personnelle des actionnaires. C'est-à-dire que les actionnaires devront se porter à titre personnel garant du prêt. Donc, ça représente bien entendu une grande responsabilité juridique, une responsabilité personnelle des actionnaires. Il existe ensuite plusieurs subventions qui s'adressent à des secteurs spécifiques, des secteurs clés, comme par exemple ce qu'on appelle ici le Retail Subsidy Scheme. En fait, chaque magasin à Hong Kong peut obtenir une aide de près de 10 000 euros à la condition que vous disposiez d'un magasin physique à Hong Kong. Donc, ça ne s'applique pas, par exemple, au commerce en ligne. Pour les restaurants, il est également possible d'avoir une aide de près de 24 000 euros par restaurant. Si vous avez ce qu'on appelle la F&B, donc Food and Beverage License, et que vous avez un restaurant physique à Hong Kong. Voilà pour ce qui est des mesures spécifiques à Hong Kong. Je vais maintenant redonner la parole à Marco qui va vous présenter les éléments clés qui ont été discutés le mois dernier à Pékin. Merci beaucoup François. Alors voilà, comme je disais, l'importance de l'Assemblée nationale et du Congrès national qui s'est tenu la semaine passée, ou il y a 15 jours à Pékin, qui permet de donner le ton pour l'année à venir et pour le rôle de la Chine dans la reprise mondiale du post-Covid. Donc, quels ont été les objectifs clés qui ont été définis par ce Congrès? La première, c'est la stabilité. Nous en avons parlé auparavant. La Chine ne s'est pas donné un objectif de croissance au niveau du PIB peut-être pour ne pas mettre trop de pression, mais elle s'est donné des clairs on va dire, indicateurs à ne pas dépasser. Premièrement, au niveau du chômage urbain, on veut rester inférieur à 5,5%, ce qui est on va dire, le quota, le taux qui était en vigueur en 2019. On veut maintenir la croissance, la croissance de l'inflation pas plus élevée que 3,5%. On veut promouvoir de toutes les façons possibles les consommations locales et l'importation. Et absolument, et cela a été écrit dans le rapport du Congrès national qui est sorti la semaine dernière, il faut absolument que l'investissement étranger ne soit pas pénalisé, car il est le catalyseur des réformes et du développement de la Chine. Il est vrai que dans le passé, les best practices, la technologie, les procédures mises en place par les investissements étrangers ont souvent été catalyseurs de nouvelles façons de procéder en Chine, et combinés avec l'expertise locale ont été un effet majeur dans le développement des sociétés ici en Chine. Donc, il est clair que pour le gouvernement chinois, il est important de pouvoir continuer à compter sur les investissements étrangers en Chine. Alors, comme on a dit, quels sont les domaines d'attention qui vont sans doute se traduire par des lois dans les prochains jours et semaines et qui seront après ratifiées par l'Assemblée nationale. Donc, premièrement, la stabilité sociale, c'est-à-dire, premièrement, la loi sur la sécurité nationale, mais aussi des lois pour la lutte contre la pauvreté, surtout dans les milieux ruraux. On
On va tout faire pour favoriser les secteurs publics clés afin d'éviter les troubles et soutenir tout filet de sécurité sociale comme la santé, l'éducation, la culture, sécurité au travail. On va porter une grande attention aux petites et moyennes entreprises. Il faut savoir que dans le DNA, l'ADN de tout Chinois vivant à Pékin, Shanghai, on va dire dans les Tier 1 cities, il y a un ADN d'entrepreneur avec la Chine, je pense que juste après les États-Unis, est le pays qui voit le plus de création de sociétés à l'année. Et donc, il y a une forte volonté de soutenir ces entreprises, non pas seulement par les acteurs gouvernementaux, mais aussi en termes privés, avec des solutions de prêt à court terme par des grosses sociétés comme Alibaba ou Tencent à travers leurs plateformes de paiement en ligne. Donc, le gouvernement veut absolument améliorer l'accès au soutien financier, diminuer l'impôt de ces entreprises, permettre une flexibilité d'emploi et surtout un gros effort législatif qui n'avait pas été fait jusque-là, c'était la mise en place du premier code civil qui entrera en vigueur à partir de janvier 2021, qui devrait permettre finalement d'avoir un seul livre et on va dire texte de référence pour toutes les lois d'un point de vue civil, qui n'était pas le cas jusqu'à présent, où tout était basé énormément sur des jurisprudences qui s'appliquaient en plus différemment dans différentes provinces ou juridictions. Alors voilà, qu'est-ce qu'il faut se rappeler au niveau du Congrès national qui s'est tenu? Il y a eu une première phase qui était les objectifs à court terme, celle de libérer les tensions de cash flow des entreprises et protéger les employeurs et la stabilité de la consommation locale. On voit pour les phases à venir, c'est-à-dire après le rebond et l'après-Covid, où il y a une vraie volonté en termes déjà d'impôts et de finances. Donc, il y a un gros projet d'économie d'impôts d'environ 2,5 billions de CNY avec la mise en place de plusieurs subsides, voire d'opérations qui seront exemptées d'impôts. Il y a aussi un meilleur accès aux prêts, lorsqu'on a parlé, pour permettre à ces entreprises de se financer et pas uniquement permettre aux gros groupes d'aller de l'avant. Au niveau de l'investissement étranger, de l'innovation, il y a une volonté, comme on a dit, de créer un environnement commercial qui est orienté vers le marché, fondé sur le droit international et l'équilibre et l'égalité du traitement des sociétés. Donc, en garantissant des normes plus élevées en termes d'importation et exportation de produits de meilleure qualité dans un sens comme de l'autre. Comme on a dit, raccourcir la liste négative qui ne permettait pas aux investissements étrangers d'investir dans certains secteurs, promouvoir et continuer à promouvoir la route de la soie et soutenir l'innovation. La Chine se veut toujours comme précurseur d'un bon nombre de technologies qui va de l'intelligence artificielle au paiement en ligne. Ne serait-ce que dernièrement, il y a 2 semaines, il y a eu la mise en place du RMB digital, qui est la première monnaie nationale qui est totalement digitalisée et qui est régie et supervisionnée par la Banque centrale chinoise. Et donc voilà, l'innovation reste au sein des préoccupations de la société chinoise, du gouvernement chinois, comme étant un cheval de bataille pour l'internationalisation de la Chine et de son aura dans le reste du monde. Et finalement, toutes les mesures en termes de société et stabilisation de la consommation, donc élimination le plus possible de la pauvreté dans les zones rurales, mise en place des grosses politiques de RH, donc amélioration du droit du travail, soutenir la flexibilité de l'emploi, on en a déjà parlé, augmentation de la pension de base, qui est quand même très très basse. Aujourd'hui en Chine, il faut savoir que la retraite est obligatoire que depuis une dizaine d'années et que aujourd'hui la pension de base minime est vraiment très basse. On est autour des 150 à 200 euros par mois. On a aussi le gouvernement aussi envie et la volonté d'étendre l'assurance chômage et les allocations de subsistance qui sont quand même assez minimes en ce moment. Renforcer la responsabilité en matière de sécurité sur le lieu de travail. Il faut savoir qu'en Chine, pris par la fièvre de l'urbanisation et de la construction, beaucoup de normes en termes de sécurité n'étaient pas forcément respectées, surtout par les acteurs locaux. Il y a de plus en plus de vérifications, de contrôles et de punitions, on va dire,
de mise au ban de sociétés ne respectant pas ces normes. Dans la volonté de promouvoir la consommation, donc on l'a dit auparavant, garantir la croissance du revenu personnel, quel que soit le niveau social des personnes, continuer le développement des infrastructures et des réseaux d'information comme la 5G, comme les projets de Smart City, et surtout continuer à développer des programmes sociaux pour améliorer le niveau de la vie des ressortissants chinois, avec une attention particulière, comme on l'a écrit, avec la qualité des soins, niveau de santé, niveau d'éducation, l'offre culturelle et la gouvernance sociale. Donc voilà, tout ça pour vous dire que nous sommes incroyablement, après le Covid, dans une situation d'un marché stable, avec une consommation en nette reprise bien plus rapide que le reste du monde. Donc, pourquoi nous pensons que la Chine est absolument l'endroit où il faut développer ses affaires en ce moment? Il faut retenir qu'indépendamment du Covid, la Chine reste le plus gros marché de consommateurs au monde et la deuxième économie par PIB nominal. C'est-à-dire, il faut se rappeler que la Chine représente 20% du PIB mondial et qu'elle est, avec ses 1,4 milliard d'habitants, le plus gros marché de consommateurs. Aujourd'hui, on estime que sur ces 1,4 milliard, nous sommes environ à 250-300 millions de personnes étant classifiées de classe moyenne, pouvant avoir accès à ce qu'on appelle aux premiers biens de luxe et ayant un revenu non discrétionnaire au-dessus de 30 000 dollars par an. Le Covid, donc, n'a pas changé cette situation. La Chine devrait être à même, voire même, de gérer un second pic éventuel de par les outils qu'elle a mis en place pour rapidement identifier et isoler les problèmes et surtout, comme on a dit, grâce à cette infrastructure numérique. Donc, venir en Chine dans ce moment, c'est la garantie qu'en cas de second pic, la reprise économique pourrait être garantie assez rapidement. La croissance du PIB en Chine, c'est-à-dire que vous êtes quand même dans un pays qui va continuer à croître cette année malgré le Covid. Comme vous le voyez dans le graphique que nous avons présenté ici, la plupart des pays prévoient au mieux de revenir à fin 2020 à une croissance négative, voire à zéro, être pareil que l'année dernière, alors que la Chine table encore sur 5% de l'augmentation de son PIB sur l'année 2020, malgré ce qui s'est passé. La Chine prévoit aussi, à partir de juin-juillet, d'une reprise positive de son PIB. Tout ça, on va dire, résulte principalement de confiance dans la reprise économique, avec un taux d'inflation limité. Et ceci s'est prouvé aussi avec le tourisme. Nous avons vu que dans les chiffres de mai, les taux d'occupation des hôtels sont revenus à autour de 60-75%. Donc, la route de la soie, qui reste un événement majeur, qui booste et qui développe, afin de développer les activités avec le reste de l'Asie et l'Eurasie, et cette volonté de continuer à attirer les investissements dans le cadre des secteurs innovants, afin de pouvoir attirer les talents et surtout faire que les talents chinois restent ici en Chine. Et les mesures de durabilité, c'est-à-dire que nous sommes dans un pays qui s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas continuer à polluer comme il le faisait auparavant, qui a mis des normes très strictes et des mesures afin de limiter l'impact de la pollution sur son environnement et qui devient de plus en plus la nouvelle plaque tournante de l'Asie. Les pays de l'ASEAN, qui jouent un rôle majeur dans le développement économique et commercial de la Chine, permettent aujourd'hui un peu de contrebalancer les pertes de revenus avec l'Europe et surtout les États-Unis, avec qui la Chine se détache progressivement, comme vous le savez, et favorisant principalement la relation avec l'Europe et les autres pays de l'ASEAN. Donc voilà, ça c'est, on pense que c'est le bon moment de venir en Chine, mais sans oublier que Hong Kong peut être une place très intéressante aussi comme développement stratégique, et je laisserai François en énumérer les raisons. Merci beaucoup Marco.
Alors, malgré toutes les difficultés et puis tous les challenges au final qu'a fait face Hong Kong depuis l'année dernière, depuis le début des mouvements sociaux, Hong Kong reste à nos yeux une place stratégique importante de par son statut de hub financier et de hub commercial international et de par sa proximité géographique avec la Chine continentale. Hong Kong, on est à 15 minutes en train de Shenzhen, qui est la métropole technologique de la Chine du Sud, et on est à peu près à 3 heures d'avion de Shanghai. À Hong Kong, on a une grande liberté de circulation des capitaux. Il n'y a pas de restriction d'échange. On a une grande liberté de circulation des biens. Pas de tarif douanier à l'import, pas de tarif douanier à l'export pour la majorité des biens. Et puis, on a une grande liberté de circulation des personnes. Pour les Français, par exemple, on peut avoir un visa touriste de 3 mois directement à l'aéroport. Et il est relativement facile d'obtenir un visa travail, un working visa. Il faut compter à peu près entre 6 à 8 semaines pour l'obtenir. Hong Kong a également un régime fiscal qui est très attractif. Pour les impôts sur les sociétés, on a un taux réduit de 8,25% sur les premiers 2 millions Hong Kong dollars de profit. Donc, ça fait à peu près 23 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, le reste, c'est-à-dire toute la partie supérieure au-dessus de 23 000 euros, est imposable à un taux standard de 16,5%. Il n'y a pas d'impôt sur les dividendes, pas de retenue à la source sur les dividendes ou sur les intérêts, et il n'y a pas d'impôt sur la plus-value réalisée à Hong Kong. Il est également possible de demander une exonération fiscale sur les profits réalisés à l'étranger, c'est-à-dire en dehors de Hong Kong, et c'est ce qu'on appelle ici le statut offshore, avec un taux d'imposition qui est à 0% pour ces sociétés justement dites offshore. En d'autres termes, seul le revenu qui est généré, qui est réalisé à Hong Kong, est imposable à Hong Kong. Donc on le voit bien, Hong Kong a une fiscalité qui est attractive, mais Hong Kong n'est pas considéré pour autant par l'OCDE comme un paradis fiscal. Effectivement, Hong Kong a signé à ce jour plus de 44 traités fiscaux, dont un notamment avec la France, pour éviter ou en tout cas réduire le risque de double imposition entre les différentes juridictions. Donc si votre société à Hong Kong est active, il y aura bien entendu une tenue comptable qui sera obligatoire sous les normes internationales IFRS. Cette comptabilité devra ensuite faire l'objet d'un audit par un commissaire aux comptes. Mais le grand avantage de Hong Kong, je dirais, c'est la facilité administrative non seulement de créer son entreprise, mais aussi de la gérer. Il n'y a pas de capital minimum requis, c'est-à-dire qu'on peut très bien créer une entreprise avec un Hong Kong dollar et la constitution peut se faire très rapidement en 4 jours. Il est aussi très facile de procéder à des changements d'actionnariat ou des changements au niveau du conseil d'administration. Hong Kong a évidemment plein d'autres atouts, comme par exemple une infrastructure de qualité qui facilite la conduite des activités commerciales sur place. Hong Kong, c'est aussi un pool de talents. Il y a beaucoup de professionnels qui sont très qualifiés et qui parlent couramment anglais, cantonais et mandarin. Hong Kong, c'est aussi une cité-État qui est de plus en plus intégrée dans la région du Greater Bay Area, qui comprend notamment des villes comme Canton ou comme Shenzhen, qui sont toutes les deux des villes très dynamiques et très modernes. Et on compare souvent cette région à la nouvelle Silicon Valley, en quelque sorte. Et Shenzhen accueille par exemple le siège de grandes entreprises technologiques mondiales, comme Marco l'a évoqué, Tencent, Huawei ou DJI. Donc voilà en ce qui concerne les atouts et puis la force de Hong Kong qui garde et qui gardera, nous pensons, une position stratégique en Asie et surtout vis-à-vis de la Chine, bien entendu. Alors, il faudra évidemment suivre de près la situation à Hong Kong et notamment l'impact que pourrait avoir cette nouvelle loi de sécurité nationale. Comme je l'évoquais précédemment, c'est très difficile aujourd'hui de prédire l'impact politique, juridique et économique de cette loi sur Hong Kong. Il y a bien sûr des avis qui divergent. C'est probable en tout cas que sur le court terme, cette loi relance les manifestations antigouvernementales. Mais sur le long terme, il est possible que l'impact reste
finalement assez limitée. Et certains avocats disent d'ailleurs que cette loi pourrait accroître la stabilité politique et la stabilité économique de Hong Kong. Donc voilà, en ce qui concerne Hong Kong, je vais redonner maintenant la parole à Marco, qui va conclure sur pourquoi c'est le bon moment d'investir en Chine. Merci beaucoup, François. Alors voilà, je pense que le but aujourd'hui, c'était de prendre ces 35, 40, 45 minutes pour vous donner une idée de comment Hong Kong et la Chine ont réagi au Covid, comment ils sont en train de se reprendre et principalement que vous reteniez les raisons pourquoi c'est le bon moment, à notre avis, pour investir dans cette partie du monde. Premièrement, il faut retenir que la Chine renforce sa position de leader mondial. Il est vrai que les troubles sociaux de Hong Kong risquent de nuire à la réputation, mais la Chine continue à s'imposer comme, indépendamment des faits, une société stable d'un point de vue économique, social et politique, ce qui rassure les investisseurs, les consommateurs et donc devient une place de marché prépondérante et étant la vraie seule alternative à des marchés comme les États-Unis aujourd'hui. Il est aussi le premier marché à être sorti de la crise économique. Au vu de la puissance technologique de sa structure gouvernementale, on pense aussi que c'est la mieux équipée en cas de nouveaux pics d'automne, ce qui n'est pas forcément le cas en Europe ou aux États-Unis. La guerre commerciale avec les États-Unis va bien sûr avoir une influence sur les activités d'exportation de la Chine, mais nous estimons que la Chine va le compenser en grande partie avec ses développements dans les pays les moins développés comme l'Afrique ou l'ASEAN. Il faut savoir aussi que les investissements continus dans un écosystème innovant permettent à la Chine de créer des nouvelles technologies, des nouvelles sociétés qui prennent vraiment le dessus d'un point de vue technologique sur le reste du monde. Nous avons l'exemple de la 5G avec Huawei ou encore des paiements en ligne avec Alipay et WePay ou des réseaux sociaux comme WeChat qui ont démontré que le foisonnement d'idées qui a lieu dans cette région de Greater Bay Area ont des possibilités de développement dans le reste du monde. Pour vous donner un exemple, TikTok, qui est l'un des réseaux sociaux les plus, on va dire, les plus tendances du moment, est à la base une plateforme chinoise de partage de vidéos et qui aujourd'hui a réussi à se répandre dans le monde entier. Donc la Chine, de plus en plus, renforce aussi à travers son innovation technologique sa position dans le monde. Il y a aussi une volonté d'accroître, la Chine veut accroître son influence dans les pays les moins développés et donc se donner en quelque sorte la responsabilité d'internaliser une grande partie des programmes des Nations Unies sur les objectifs de développement durable. Donc, volonté de développer sur l'énergie, l'utilisation durable des ressources, les nouveaux processus d'urbanisation, réduction de la pauvreté et amélioration de l'éducation, la qualité de l'eau. Tout cela sont des secteurs où la Chine est friande d'investissements étrangers et donc il est le bon moment, si vous êtes dans ces industries-là, de venir en Chine. Les bras vous seront plus ouverts encore qu'auparavant. Et la Chine se veut en nouveau centre asiatique pour être le moteur de la croissance économique à moyen et long terme. Nous sommes effectivement dans un moment où les loyers et les coûts sociaux sont au plus bas des 10 dernières années, tout en ayant un niveau de consommation qui est revenu au niveau de 2019 depuis un mois déjà, ce qui n'est pas forcément le cas dans le reste du monde. Et en même temps, la Chine continue à faire de tout pour attirer les investissements étrangers à travers, comme on l'a dit, l'instauration d'un code civil, la meilleure traitement de l'égalité des sociétés et l'ouverture de la liste négative. Donc voilà, j'espère que nous avons convaincu de venir en Chine. Nous restons bien sûr, François et moi-même, à disposition pour toute question que vous pourriez avoir. Il suffit de scanner notre QR code ou de nous écrire au lien que vous avez reçu dans le email ou dans le clic pour voir cette vidéo. Nous allons toutefois partager quelques questions fréquentes qui nous sont parvenues ces dernières semaines afin que vous ayez déjà quelques réponses à d'éventuelles interrogations que vous pourriez en train d'avoir en ce moment. Une question que nous avons eue beaucoup de par les personnes qui avaient des activités en Chine,
était de savoir, puis-je obtenir une gratuité, une réduction de loyer pour mes bureaux, mes magasins, pour force de cause majeure liée au Covid, que ça soit inscrit ou pas dans mon contrat. Alors effectivement, ce que nous pouvons dire, c'est qu'à Hong Kong, ceci a été très difficile, mais possible. Donc, tout ce qui était, on va dire, négociation de la part de marques connues, cela a été possible d'avoir des réductions de l'ordre d'habitude de 40 à 50% du loyer et surtout d'éviter les indexations minimum sur le chiffre d'affaires. Et pour les bureaux, ceci était très rare. Alors qu'en Chine, tous les, on va dire, les locataires du gouvernement chinois ont eu 2 mois de loyer gratuit par obligation, février et mars, et les propriétaires privés ont été invités à faire de même. Donc, il a été possible de renégocier. Nos suggestions sont les suivantes. Les premiers, tout ce qui est détaillant, devrait obtenir au moins 50% de réduction pour les mois de février et mars pour tous leurs magasins qui ont pignon sur rue. Et pour les bureaux, en tout cas, Hong Kong, c'est très difficile, mais pour la Chine, on vous recommande de négocier à peine, à peine vous savez à quel moment vous allez devoir rendre vos locaux. Donc, notre conseil, c'est d'utiliser les négociations comme levier pour renégocier les baux commerciaux sur le long terme. Donc voilà, une autre question qui nous est revenue à plusieurs fois, c'est existe-t-il une aide temporaire de type chômage technique en Chine? Ces mécanismes que nous avons vus en France, en Italie, qui ont permis aux sociétés en fait, de respirer d'un point de vue du cash flow. Alors, malheureusement, pas vraiment en Chine, et c'est pour ça qu'il y a eu énormément de, on va dire, de mesures immédiates sur le cash flow. Il n'y a pas de soutien en cas de départ temporaire des employés. L'employé ne peut faire qu'une demande de chômage en cas de licenciement. Et ce que vous pouvez faire en termes de limitation de la charge salariale, il peut y avoir un accord avec l'employé pour proposer une réduction temporaire du salaire ou demander à prendre des congés annuels anticipés. Donc, nos suggestions sont les suivantes. En premier, anticiper tout licenciement qui était déjà prévu. Essayer de ne pas licencier dans le cadre du Covid parce qu'il y a quand même une protection spécifique pendant cette période. Geler toutes les augmentations qui étaient non contractuelles et négocier, dans la mesure du possible, si ces 2 premières choses ne suffisent pas, avec les employés des réductions temporaires. Ce qui est habituellement accepté, c'est entre 5 et 20% sur les 3 ou 6 prochains mois. Sachez qu'en cas de réduction temporaire de commun accord, il n'y a pas besoin d'informer les syndicats s'il n'y a aucun licenciement. Et la dernière question qui est revenue plusieurs fois, c'est quand puis-je finalement retourner en Chine pour faire des affaires? Alors ceci, c'est une réponse un peu difficile à donner, mais on peut vous dire, c'est que la guerre commerciale avec les États-Unis va créer des problèmes importants sur les calendriers des vols et surtout avec les États-Unis. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune connexion via air avec les États-Unis. En termes de l'Europe, il y a 5 pays qui ont signé pour l'instant un fast track et qui, à partir du 15 juin, devraient voir le ressortissant pouvoir revenir progressivement en Chine. C'est les Royaumes-Unis, la France, l'Italie, la Suisse et l'Allemagne. Toutefois, cela s'applique uniquement à ce qu'on appelle des personnes clés essentielles et ces visas spécifiques seront émis uniquement par les autorités chinoises sur la base d'un dépôt d'une requête spécifique des sociétés basées en Europe. Cela, malheureusement, ne s'applique pas forcément pour les familles, mais dans la plupart des cas, on arrive à revoir des regroupements familiales. Pour tout ce qui est les voyages de loisirs, business, on ne sait toujours pas lorsque ça reprendra, mais sans doute pas avant octobre, voire novembre de cette année. À vous rappeler que la quarantaine sera sans doute toujours demandée, mais peut-être raccourcie dans le cadre du fast track. Donc voilà, nous vous remercions de tout cœur pour votre attention, François et moi-même, et restons à votre disposition pour toute question. Orcom et les équipes d'Orcom sont ravis d'avoir pu partager ce moment avec vous et vous souhaitent une très bonne continuation et un bon repos dans l'économie où que vous soyez. Merci. Merci.